J'ai pris un avion piloté par un alcoolique, j'ai contracté le virus d'une star, j'ai fumé un bon cigare avec Alfred Hitchcock et j'ai même passé du temps avec des fans de gore. Je crois que c'est le moment de refaire les films après la séance. Chers internautes, salut, merci de nous être fidèles et de passer une nouvelle année en notre compagnie. Aujourd'hui, à mes côtés, celui qui fantasme sur Gemma Arterton, qui est le monteur de notre émission et qui aime tellement l'Odyssée de Pi qu'il passe son temps devant les eaux pour croiser le tigre du Bengale. Jean-Victor, bonjour. Salut Mehdi. Aujourd'hui, nous recevons aussi quelqu'un que nous avions déjà eu la chance d'avoir sur le plateau. Il est fan de cinéma toujours, mais sur son nouveau site Hocus Focus, il passe plus de 1000 heures devant les écrans de cinéma chaque année et adore Blanca Nieves. Manu, bonjour. Salut Mehdi. Salut. Et de nouveaux invités que je suis très heureux de recevoir, avec une fille, pour commencer, qui adore Lars von Trier et Murnau, qui déteste la mièvrerie et qui, je crois, anime avec brio l'émission, enfin la radio Sciences Po. Anne-Laure, salut. Salut. Et nous accueillons notre dernier invité qui est fan de Game of Thrones et de Girls, qui attend le dernier James Gray avec beaucoup d'impatience et qui a été choqué par la vacuité abyssale d'Alex Cross. Michael, bonjour. Salut Mehdi. Je suis très heureux d'être en votre compagnie et de parler de cinéma, mais avant, comme le veut la tradition, on fait un petit panorama des news avec le on s'en fout pas. T'as appris Quoi Ça On s'en fout pas. On s'en fout pas. Bon d'accord, on s'en fout pas. Mais non, mais on s'en fout. on s'en fout. Non, on s'en fout pas. eBay a interdit sur son site la vente des figurines à l'effigie de Django Unchained, le dernier film de Quentin Tarantino, une décision en réaction aux multiples protestations d'associations de défense des droits des Noirs. Et à quand l'interdiction des figurines Twilight à la suite des protestations des associations de défense du bon goût? J.J. Abrams, créateur des séries Lost et Fringe et réalisateur de Super 8 et du prochain Star Trek, a été engagé par Disney pour mettre en scène le 7e volet de Star Wars, un choix qui a largement divisé sur les réseaux sociaux. Les prochains projets de J.J. Abrams, James Bond, Twilight, Harry Potter, et pourquoi pas un biopic consacré à Lance Armstrong pendant qu'on y est? Ah, non, pardon, c'est déjà prévu ça. Ronnie Yu, à qui l'on doit notamment La fiancée de Chucky et le 51e État, réalisera une suite à Tigre et Dragon, le film culte d'Ang Lee sorti en 2000. La seule réaction saine face à cette info? Pleurer. Et revoir Tigre et Dragon l'original. Espérons juste que les producteurs n'appellent pas ça Tigre et Dragon la revanche ou pire encore, Tigre et Dragon Requiem. Leonardo DiCaprio a bouleversé ses fans lors d'un entretien accordé au quotidien allemand Bild. Il a en effet déclaré vouloir faire une très longue pause après ses tournages chez Tarantino, Luhrmann et Scorsese. On a quand même du mal à le croire, surtout après les annonces bidons de retraite anticipée de Joaquin Phoenix ou Steven Soderbergh. Et bizarrement, Katie Holmes a dans le même temps annoncé elle aussi qu'elle arrêtait sa carrière pour se lancer dans le droit. Et là, tout le monde s'en fout. Les Césars, c'est le 22 février. En attendant, le site Vodcaster a eu la drôle idée de créer les posters honnêtes des principaux films nominés. Alors, que deviennent les affiches de Camille Redouble, de Rouille d'Os et À perdre la raison? Noémie recopie, pas de jambes mais beaucoup de cul, et chérie, j'ai refroidi les gosses. Un peu de franchise dans ce monde noyé par la promotion et le marketing, ça ne fait pas de mal. À vos starting blocks, les amis, le moment est venu de vous confronter sur les 3 films du mois, Flight, Antiviral et Hitchcock. C'est l'instant critique. Imaginez, vous entrez dans un avion et manque de bol, le pilote incarné par Denzel Washington est complètement bourré, mais contre toute attente, il parvient à éviter une catastrophe aérienne et devient un héros national. C'est le sujet de Flight, le nouveau long métrage de Robert Zemeckis, papa de la trilogie Retour vers le futur et Forrest Gump. Question très simple pour Jean-Victor, afin de démarrer ce premier débat, est-ce que tu as passé un vol agréable ? Je peux pas dire que j'ai passé un vol très agréable puisque je suis un grand fan de Robert Zemeckis et je trouve que tout ce qu'il avait balayé ces 10 dernières années avec la performance capture, il avait vraiment défoncé des portes pour ce qu'on sous-entend comme le cinéma de demain. Et Flight, je trouve que c'est un peu un échec dans sa carrière dans le sens où il revient à ça parce qu'il a eu des problèmes financiers, etc. Et je trouve que c'est un film qui est fait sans grande envie, sans âme. C'est un vrai drame hollywoodien à l'ancienne. C'est peut-être un peu courageux de faire ça aujourd'hui. Mais je trouve ça sans grande fulgurance de mise en scène, sans grand génie. Et surtout, je trouve que le récit est très explosé. Il y a en gros 2 grandes thématiques dans le film et jamais elles se recoupent. Pour moi, je trouve qu'au final, on se demande un peu pourquoi avoir mis cette histoire d'avion avec cette histoire d'alcoolisme. Et j'ai un peu du mal à voir où veut aller le film. Mais en termes de mise en scène, Michael, cette scène d'avion, elle est quand même
Enfin, tu dis que c'est un peu mou, mais c'est quand même assez Elle est, impressionnant. elle est extrêmement saisissante, oui, tout à fait. Le problème du film, effectivement, c'est l'éclatement du récit, et en même temps, Zemeckis le tire toujours vers ses obsessions. L'interrogation sur l'héroïsme, la solitude du personnage principal. Le vrai problème, je pense, de Flight, c'est son ton moralisateur, qui échappe totalement à Zemeckis et qui n'est pas à l'image du film qu'il voudrait faire, en fait. Ouais. Et qui arrive un peu graduellement. Est-ce que tu l'as ressenti de cette façon, Anne-Laure? Oui, plutôt. Disons, je pense que le problème du film, c'est qu'il part d'un postulat de départ assez intéressant, qui est de questionner la responsabilité morale d'un héros. Est-ce qu'on peut juger un héros quand il est au niveau mythique, au niveau national? Et je pense que le problème, c'est qu'il s'embourbe dans cette espèce de romance et de confrontation avec ses proches pendant un moment. C'est-à-dire qu'il essaie de développer un personnage de père de famille un peu questionnable, et que finalement il se perd, Denzel Washington se perd dans des mimiques, des singeries, et que finalement il n'arrive pas du tout à nous transmettre quelque chose du personnage que Zemeckis avait imaginé. Pourtant, il est nominé aux Oscars, il est quand même pas mal, Manu, dans ce rôle Non, mais d'homme alcoolique. La question, c'est pas la performance de Denzel, c'est tout le reste du film, quoi. C'est vraiment ce que je déteste dans le cinéma hollywoodien, moralisateur, c'est bien pensant. Je retiens la performance de John Goodman qui, en 2 scènes, casse le film. C'est vrai que Goodman est quand même génial. Et casse cette morale bien pensante. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le film dure les 20 premières minutes, c'est l'accident. Après, tu as 1h30 de manipulation pour t'arriver aux 20 dernières minutes, où je peux pas le spoiler, mais les 20 dernières minutes gâchent tout le film. C'est dommage, parce qu'en fait, moi, ça me rappelle un peu l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors, Whip Whittaker réussit son atterrissage et Robert Zemeckis, lui, se vautre complètement sur l'atterrissage de son film. Tu vas pas me dire que t'as pas kiffé sur Kelly Reilly que... Ah si, je kiffe Kelly Reilly, mais pas là, parce que malheureusement, son personnage ne sert à rien. Merci de me l'avoir rappelé. Effectivement, Kelly Reilly est juste... Inexistante. Voilà, c'est le juste mot. Bon, ce qui conclut ce premier débat, on va lancer le palmarès. Il y a des fans qui s'habillent comme leurs idoles, qui mangent comme leurs idoles et qui font même les poubelles de leurs idoles. Dans Antiviral, Brandon Cronenberg, le fils de David, a décidé que ces mêmes fans pourraient contracter un virus développé dans le corps de leurs idoles. Entre films de genre et films expérimental, j'ai envie de demander à Michael, est-ce que Brandon Cronenberg, pour ce premier film, a réussi à s'affranchir de toute l'influence de son père? Mais en fait, avec Antiviral, il fait un film pour tuer le père avec l'accord de son père. C'est un film sur la mutation. Mais c'est ça, c'est effectivement ça. C'est un film sur la mutation comme pouvait le faire David Cronenberg à ses débuts. C'est un film aussi où on retrouve l'actrice Sarah Gadon qui était dans Cosmopolis. Donc il y a clairement un lien entre les 2 productions. Et donc c'est un film où il reproduit les schémas, les obsessions de son père. Et on reconnaît effectivement l'identité cronenbergienne dans la transformation, l'évolution des corps, dans la prestation de Caleb Landry-Jones, voilà, qu'on avait déjà remarqué dans l'avant-dernier X-Men, qui est dirigé comme le ferait Cronenberg avec Peter Weir dans le Festin nu. C'est d'ailleurs marrant parce que le film a été présenté en même temps à Cannes avec Cosmopolis. Tout à ils fait, étaient ensemble oui. à Cannes. Et le truc aussi, c'est que je pense qu'il a gardé du père l'univers et pas forcément les talents de conteur. Moi, je trouve que c'est un film qui est assez impressionnant dans ses 20 premières minutes. Notamment, il arrive à symboliser par certains plans tout ce dont le film doit parler, notamment avec ce plan où le personnage est devant une pub très clinique et lui a un thermomètre dans la bouche. Et en termes d'univers, en termes d'atmosphère, il y a vraiment quelque chose de très clinique, de très glacial, et on comprend très vite ce dont le film va parler. Le problème, c'est qu'une fois que le récit se met en place, avec cette histoire de type qui en gros a un peu le Saint Graal et se fait pourchasser un peu par tout le monde, comme dans Pi par exemple de Aronofsky, il y a des similitudes dans le récit, je trouve que le rythme s'écroule complètement et il peine un peu à maintenir l'intérêt, ce qui est d'autant plus dommage que l'acteur principal a quand même une gueule incroyable, et moi j'ai hâte de voir ce type-là jouer un vampire ou un truc comme ça, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était un scénario de court-métrage, il l'a développé en 2004, et c'était son scénario de film de fin d'études. Donc ça se sent peut-être un peu, et effectivement, au bout d'1 heure, le film et le scénario dévient vers un thriller hyper compliqué, c'est-à-dire qu'on se perd un peu dans le virus, qui poursuit qui. Après, ça reste, je trouve, pour un premier film hyper maîtrisé, hyper intéressant. Il y a un vrai sentiment d'inquiétude, c'est hyper malsain, tu l'as dit, c'est clinique. Il y a un vrai rapport à l'image, c'est intéressant. Moi, j'en suis sorti assez mal à l'aise, donc ça m'a quand même assez intéressé et intrigué. J'ai hâte de voir la suite, parce que ça me rappelle les premiers Cronenberg, ça me rappelle Chromosome 3, ça me rappelle Scanner, il y a les mêmes obsessions, et j'ai envie de voir comment il va évoluer. Et justement, je ne suis pas sûr qu'il se soit dédouané de l'influence de son père. On sent que c'est parce que voilà, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre, on sent que c'est son fils.
Maintenant, il faut voir s'il arrive à devenir un cinéaste indépendant, s'il s'appellera Cronenberg ou s'il arrivera à se faire un prénom. Il y a tout ce jeu sur le Cher Machine qui était déjà présent dans Vidéodrome. Moi, je pense que le clair-obscur, c'est finalement ce qu'il y a de moins intéressant dans le film de Brandon Cronenberg, parce qu'il y a plus de... ce qu'il y a de plus scolaire, ce qu'il y a de plus poli, et que finalement, ce qui est intéressant, c'est tout le rapport qu'il a au genre et les changements de rythme qu'il opère dans le récit. Pour moi, c'est un film extrêmement brillant de mise en scène également, parce qu'il y a des idées absolument brillantes, telles que donner un visage au virus, c'est-à-dire qu'il y a une machine qui permet de donner une identité au virus, au minuscule, à ce qu'on ne voit jamais. Et le film, quelque part, dans sa mise en scène, retrace toute la contamination qui est opérée dans le corps de Caleb Landry Jones. Et c'est pour ça que c'est un film, pour moi, très ambitieux et qui sait se détacher aussi par ses changements de rythme de Cronenberg, et notamment de Vidéodrome, qui étaient des films beaucoup plus linéaires, quelque part. Merci Anne-Laure. Il est temps pour vous d'attraper le virus et d'en connaître les effets. C'est le palmarès. On a presque tout dit et tout écrit sur Alfred Hitchcock, le maître incontesté du suspense. Pourtant, ce n'est pas l'avis de Sacha Gervasi qui a décidé de faire du tournage de Psychose le sujet d'une romance entre le réalisateur culte, qui est interprété par Anthony Hopkins, et son épouse Alma, qui est interprétée par Hélène Mirren. Question tout à fait basique. Anne-Laure, pour commencer ce débat, j'aimerais te demander si cette façon d'aborder par la romance l'histoire d'une figure sacralisée du cinéma, est-ce qu'elle est couillue ? Je ne pense pas, parce que je pense que finalement, Hitchcock, c'est un peu la condensation de tous les défauts du biopic contemporain, qui est un genre personnellement que j'exècre, qui est de ne jamais, Ça, c'est dit. de ne jamais aborder l'essence de la création et l'essence de ce qui fait l'intérêt du personnage. Et finalement, Hitchcock, en développant toute cette espèce d'intrigue autour d'Alma, est à l'image de tous les biopics contemporains, qui est de développer une espèce de fausse histoire, de développer une espèce de fausse intrigue qui supplée un personnage qui est déjà suffisamment intéressant comme ça. En plus, je trouve le jeu d'Anthony Hopkins extrêmement cabotin. C'est quelqu'un qui fait la moue pendant 1h40, alors que je pense pas que Hitchcock, quand il parlait à sa femme, était comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose... Le mimétisme, enfin, il joue quand même bien. Il joue en mimétisme, et ouais. pour moi, l'actorat, c'est pas du mimétisme, c'est pas de la mimique, c'est pas de l'ordre de la schématisation comme ça, et j'ai trouvé que c'était un film spécialement ennuyeux. C'est de la performance, justement, ce que fait Hopkins. Il ne crée rien. Et ce qui est vraiment, vraiment irritant avec le film Hitchcock, c'est qu'il passe complètement à côté de son sujet. Faire un biopic très resserré sur la période de création, de gestation du film Psychose, c'est intéressant parce que c'est le moment où Hitchcock cherche justement à renouveler son cinéma, à apporter du sensationnel dans les salles pour se démarquer de la télévision. Et ce que nous montre le film, finalement, c'est un petit réalisateur qui est amoureux de sa femme et qui n'a jamais dit. Est-ce que vous avez appris vraiment beaucoup de choses? Non, mais la vraie question, et il a raison, Michael, c'est pourquoi Hitchcock? On s'en fout. Pourquoi Hitchcock? C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe quel tâcheron hollywoodien dont on suit l'histoire. En fait, le personnage central, et limite, il aurait fallu appeler le film Alma, parce que c'est l'histoire de sa femme qui est restée dans l'ombre pendant, je crois qu'ils ont vécu ensemble quasiment 50 ans, qui est toujours restée dans l'ombre, qui n'est jamais venue sur un tournage, mais qui était hyper importante pour lui, qui était sa muse. Appeler le film Hitchcock, dire que ça se passe pendant le tournage de Psychose, alors qu'on s'en fout un peu, qu'il y a 2-3 anecdotes. Tu trouves pas que c'est une bonne idée d'allumer Mais- un projecteur sur sa femme que les gens Oui, non, ne mais connaissent ça, pas c'est forcément? pour ça qu'il fallait l'appeler Alma, mais Il met pas en scène cette frustration pour moi, Non. c'est-à-dire qu'il n'en fait pas grand-chose. il fait que de l'anecdotique. C'est comme sur le tournage de Psychose, on apprend 2-3 trucs, on sait pas pourquoi Scarlett Johansson est là, on sait pas pourquoi Jessica Biel est là. La seule qui est bien, c'est Toni Collette, qui est vraiment assez formidable dans le rôle de l'assistante, très fidèle aussi, puisqu'ils ont travaillé ensemble 40 ans de Hitchcock. Mais voilà, c'est des petites scénettes comme ça, c'est pas désagréable à regarder, mais tu l'oublies. Non, c'est un téléfilm, tu l'oublies. Au-delà d'apprendre, c'est peut-être pas apprendre qui me dérange, c'est vraiment, tu l'oublies 2 heures après l'avoir vu, quoi. Le truc, c'est qu'il faut pas aller voir le film en disant qu'on va apprendre des choses sur Hitchcock, parce que par exemple, on prend le tournage de la scène mythique de la douche, ça dure 2 minutes dans le film et ça n'a absolument aucun intérêt. Donc si on va le voir avec cette idée d'apprendre des choses, on va trouver ça complètement nul. Faut le voir comme ce que c'est, à savoir une comédie romantique un peu pépère, un peu comique, complètement inoffensive. Tu passes pas un mauvais moment devant, mais tu l'oublieras 2 jours après. Il est temps de tirer le rideau de la douche et de laisser couler le palmarès. Quand il ne fait pas les yeux doux à la caméra sur le plateau, Manu écume Twitter pour vous tenir au courant des derniers gazouillis. C'est l'heure du Globe Twitter. Ricky Gervais dresse un constat intéressant. Twitter, c'est comme le sport, beaucoup plus facile et moins dangereux quand on se contente de regarder. Un peu comme la chanson en fait, puisque le scandale du mois, ce n'est pas les aveux de dopage de Lance Armstrong, mais bien le Beyoncé Gate qui a enflammé Twitter, puisque la chanteuse de R&B a chanté l'hymne américain en playback lors de l'investiture de Barack Obama.
Olivia Wilde s'était un peu enflammée pour rien en direct, super Beyoncé, elle a réchauffé la foule par ce froid polaire. Avant la confirmation de la supercherie, Jim Carrey en a été tellement perturbé qu'il en a fait lui une insomnie. Mais le mot de la fin sur cette affaire revient à Jason Biggs qui pense que c'est là le plus grand scandale politique depuis celui de George Bush et son playback long de 2 mandats présidentiels. Mais février c'est aussi le mois des Oscars et celui des Césars. Et les parents de Romain Lévy sont très déçus que Radio Stars n'ait pas une nomination. La vérité, c'est quand tu vas pouvoir nous remercier alors ? Niveau cinéma, Edward Norton, lui, nous révèle que le script du prochain Wes Anderson est hilarant. Et bien, bonne nouvelle, en plus, le tournage de Grand Budapest commence dès cette semaine. À propos d'humour, ce bon vieux Bill Cosby nous rappelle que les pionniers du cinéma, Chaplin, Keaton et les autres, n'avaient pas besoin d'effets spéciaux pour faire rire. Quand on est drôle, on est drôle. Simon Pegg, pas le dernier pour une bonne blague, aime aussi prendre des risques. Il a regardé le Territoire des loups avec ses chiens. Ce qui revient un peu à mater un match de foot avec des supporters de l'équipe adverse. On passe aux photos du mois qui commencent dans la capitale française avec Chloé Grace Moretz qui est venue manger à Paris le meilleur burger de sa vie. Malheureusement, elle donne pas l'adresse, alors si quelqu'un a la réponse, merci de nous écrire. Franck Dubosc, lui, a retrouvé la trace de E.T. dans une rue de Paris. E.T. qui risque d'ailleurs de devoir se convertir au Vélib après avoir attaché le vélo d'Eliott un peu n'importe comment. Dernière photo, si Seth MacFarlane est aussi drôle pendant les Oscars que pendant son live tweet des Golden Globes, ça promet. La preuve avec ce commentaire, Tommy Lee Jones est mort de rire en écoutant Wig et Ferrell. J'ai entendu dire qu'il faisait la même tête quand il baisait. Et pour finir, un scoop. Notre cher présentateur Mehdi a des fans, notamment Sophia Manoucha, actrice présélectionnée au César en tant que meilleur espoir féminin. C'est tout pour le moment et à très vite. Merci Sophia pour ce sympathique message. Après le tour des tweets, je vous propose un reportage consacré à la place du cinéma de genre en France. Joyeux anniversaire! Cette année, le festival du film fantastique de Gérard May souffle sa 20e bougie. Et comme son petit frère, le Paris International Fantastic Film Festival, ou PIF pour les intimes, l'événement fait salle comble à toutes les séances. Preuve que le cinéma de genre suscite un réel engouement en France. Il n'empêche que si le public existe, ils sont nombreux à déplorer la frilosité des distributeurs, des exploitants et des producteurs. La France n'est pas un territoire de cinéma fantastique, de culture fantastique, de culture de l'horreur. Ça ne l'a jamais été. Je crois que même Franju, Cocteau, tous ces cinéastes comme ça marginaux qui sont très très célèbres aujourd'hui ont eu beaucoup de mal à faire financer leurs films. C'est une bataille, voilà, les lignes idéologiques ont du mal à bouger. C'est même si nos films se sont extrêmement bien vendus à l'étranger, ce qui compte, même si ce sont des films qui ont largement gagné de l'argent, en fait ça suffit pas à redorer le blason de ces producteurs qui quand même ont tendance à faire des films pour être les premiers le mercredi à 14h à Paris, quoi, et pour faire le million d'entrées en France. On est dans cette problématique-là qui est un problème qui vient à la fois des distributeurs et des exploitants. Le distributeur ne veut pas mettre le P&A nécessaire. Le P&A, c'est le budget affichage et publicité pour les bus, les panneaux et tout ça. Et si vous sortez un film de genre sans publicité, il n'existe pas, donc il ne marche pas. Et donc cet argent que vous avez dépensé ne revient jamais dans vos caisses. Donc c'est uniquement un problème financier. Et c'est terrible. Dans ce contexte difficile, les festivals jouent un rôle primordial pour la promotion des films de genre, comme nous l'a confié le réalisateur Nicolas Boukrieff à l'occasion du PIF. Ce festival est important, d'abord parce qu'il permet de voir sur grand écran des films qui ne sortent qu'en DVD. Donc je trouve que c'est une façon d'éclairer le genre, de mettre en avant des films qui parfois méritent vraiment une sortie salle, notamment, et puis parce qu'il peut prouver aussi qu'il y a un public à Paris pour voir ces films. Donc je trouve que à l'heure actuelle où le fantastique est quand même très dévoré par la télévision, par les séries télé, par les films de major, par même les films d'auteur, et que c'est un genre qui a tendance à se rétrécir, se racornir sur lui-même, le fait qu'il puisse y avoir ce genre de manifestation ne peut que jouer pour le genre. Alors, que faudrait-il pour reproduire des succès tels que Les Dents de la Mer ou L'Exorciste ? Il manque une vraie proposition de cinéma de genre pertinente qui puisse avoir accès aux salles en grand large en fait, et que le public se déplace pour aller le voir. Sinon, dans le genre idée sympa, je demande celle du journaliste et critique Jérôme Vermelin. Pourquoi pas avoir une salle ou des salles spécialisées dans le fantastique, avec la production du moment, des classiques, des films qui sont directs en DVD et qui pourraient être projetés sur le grand écran parce que c'est quand même fait pour être vu sur le grand écran, ça pourrait être marrant. En attendant d'en arriver là et en espérant que les cinéastes français de genre trouvent les moyens d'exprimer leur talent, sachez que 2013 apportera son lot de frissons avec les sorties de Rec Apocalypse, les remakes de Carrie et Devil Dead ou encore Mama. Autant vous dire qu'on n'a pas fini de flipper. Délaissons la peur et mobilisons notre matière grise, c'est l'heure du débat.
Février, c'est le mois des récompenses avec les Oscars, les Césars, mais aussi celui des festivals avec notamment Berlin. L'occasion de nous interroger sur la place de ces événements dans la vie d'un film. En gros, la question est très simple. Anne-Laure, est-ce qu'ils participent au même combat ? À mon sens, pas vraiment, puisque quand on regarde en fait les processus de sélection déjà des cérémonies d'une part et des festivals d'autre part, les cérémonies sont généralement, ont été des prix qui ont été pensés par la profession, c'est-à-dire c'est pas dans l'exemple des Césars, les cérémonies, c'est principalement des personnes issues de la profession qui sont chargées de, parmi 96 films, d'élire ceux qui semblent le plus à même de remporter un prix. Et ce qui se passe, c'est que généralement, 96 films en 3 mois, c'est un peu compliqué. Et donc, on peut estimer que tous les films ne sont pas vus et qu'ils n'ont donc pas tous leur chance et que quelque part, les films les plus populaires ou ceux qui ont l'accueil le plus attendu gagnent. Dans le coffret des Césars aussi. Ceux qui sont dans le coffret aussi. Alors quelque part, Cannes, je crois, reçoit 3000 films en tout et de toutes les parties du monde. Et donc, quelque part, il y a cette similitude entre les deux cérémonies et festivals que c'est toujours un même jury qui décide de toutes les étapes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture au public dans les deux cas. Mais à mon sens, le festival participe plus d'une dimension artistique puisque c'est généralement des gens issus de la réalisation ou du scénario. Il y a plus une intervention du public sur Toronto parce qu'il y a un prix du public. Généralement, Donc, c'est un des plein de festivals d'ailleurs. Oui, mais sur Toronto, c'est hyper important parce que c'est en fait le tremplin vers les Oscars pour les films. C'est le film qui ouvre la fameuse course aux Oscars, le festival qui ouvre cette course-là. Et le prix du public, donc par exemple cette année, c'était Happiness Therapy, et donc les Weinstein se sont dit qu'ils avaient une carte à jouer pour les Oscars. Donc il y a vraiment un peu ce parcours-là, c'est-à-dire que tu pars d'un festival sur lequel tu vas être découvert aux yeux du monde et tu vas confirmer à une cérémonie, sauf que quand on sait un petit peu les processus de sélection dans ces fameuses cérémonies, souvent c'est quand même bien loin non seulement de la qualité des films, mais des tendances du moment. Et en fait, les cérémonies sont là pour affirmer des choses, des films qui ne resteront peut-être pas figés dans le temps finalement. Enfin, c'est plus du marketing pur et dur, la cérémonie, et la force et la puissance de frappe des différents producteurs ou distributeurs, les Weinstein. Mais tu parles de qui Non, mais évidemment, les Weinstein aux États-Unis qui ont eu une force de frappe hallucinante, qui ont quand même réussi à faire gagner une année Shakespeare contre le soldat Ryan. Et la ligne rouge. Je crois qu'on est beaucoup à ne pas nous en être remis d'ailleurs. Non, mais ça prouve juste un peu par l'absurde que ces récompenses ne récompensent pas forcément les meilleurs films, mais en tout cas ceux qui les meilleurs lobbyistes. Et que c'est des cérémonies très, j'allais dire, compassées et très pour célébrer un cinéma assez formaté en fait. C'est un jeu de la séduction parce qu'il donne les DVD aux personnes les plus influentes, j'imagine. Il faut payer aussi. Enfin, en France, il faut payer pour avoir le droit d'être dans le coffret. Aux Oscars, il y a tout un système de cadeaux. On sait par exemple que pour Les Misérables, ils ont reçu des bouquins sur les meilleurs costumes, etc., qui risquent d'avoir ces prix-là à cause des bouquins que l'Académie a reçus, par exemple. Mais ils sont encadrés maintenant. Par rapport à d'autres années où ils pouvaient refaire des soirées et offrir les screeners à tous les invités, maintenant ils n'ont plus le droit. C'est très encadré par l'Académie pour éviter justement les débordements. Mais cette question du lobbying, on la retrouve peut-être aussi d'une certaine façon dans les festivals. À savoir, on parle souvent de Cannes qui est un festival réservé aux habitués. Almodovar fait un film, il va y être. James Gray a fait un film, il va y être. C'est pas complètement contestable du point de vue artistique que voilà, Almodovar exactement. C'est-à-dire qu'il y a une certaine cohérence dans le festival. Il y a une certaine ligne éditoriale du festival, voilà. J'allais dire, mais c'est effectivement une ou deux personnes qui ont le dernier mot au final, donc en l'occurrence Thierry Frémaux et peut-être Gilles Jacob encore. Et effectivement, il faut suivre ces gens-là, et après, ils donnent ces films à un jury. Et c'est pareil, la différence, c'est qu'une cérémonie de récompense, c'est quoi? C'est 5000 votants, les Césars, les Oscars, je ne sais pas combien c'est. Ça va être pareil, je pense. Donc c'est un large panel, tandis que sur un festival, c'est entre 8 et 10 personnes dans un jury. Donc le choix est peut-être plus subjectif, mais ce qui est important, en fait, c'est la sélection et la cohérence de la sélection globale. Finalement, les Oscars, on ne se souviendra que du gagnant, on se souviendra aussi de la Palme d'Or uniquement, mais quand on prend par exemple la trilogie de Zeidel, est-ce que c'est pas étrange qu'ils décident d'être sélectionnés dans des festivals européens l'un après l'autre? Genre, est-ce que ça participe d'une création ou plus d'un arrangement entre les festivals? C'est une manière de faire de la promotion aussi. C'est comme ça que je pense que c'est des films dont on parlerait absolument pas comme on le fait maintenant s'ils n'étaient pas passés par ces festivals-là. Mais il y a un reproche qu'on peut pas faire aux cérémonies dans ce cas-là, c'est aussi de constituer un tremplin. C'est-à-dire que les Césars, comme il n'y a jamais aucun film de moins de 100 000 entrées qui y est présenté, quelque part une actrice débutante ou même par exemple les meilleurs espoirs, c'est des choses qui permettent aussi un tremplin d'actorat. Donc quelque part, cette perspective marketing peut être contrebalancée par un aspect un tremplin commercial, puisque le Happy Chapong à Cannes, je me doute qu'il aurait fait beaucoup d'entrées sans sa Palme d'Or. Enfin, il n'a déjà fait pas beaucoup d'entrées avec sa Palme d'Or, mais il en aurait fait moins, effectivement. Encore moins. La Palme a eu un effet auprès du public cinéphile qui allait voir le film alors qu'il serait peut-être passé plus inaperçu sans cette récompense.
Mais c'est aussi pour ça que Toronto est un festival qui est très populaire, surtout pour les Américains. C'est parce que sur le principe, il n'y a pas de compétition. Donc il n'y a pas de jury d'artistes professionnels pour juger les films. C'est le seul prix, c'est le public. Et ça compte beaucoup parce qu'effectivement, c'est un baromètre pour les Oscars. Et c'est plus rassurant d'envoyer son film en se disant que, mis à part les avis critiques, le film ne sera pas débiné par des professionnels, justement. Et n'oublions pas aussi que les festivals sont l'occasion aussi de marché du film, donc c'est aussi un énorme business pour vendre des films. Oui, la fameuse soute à Cannes où vraiment tout se passe à l'intérieur. C'est ça, et même il y a des films en compétition à un certain regard notamment, il y en a beaucoup qui ne sont pas achetés avant Cannes et qui trouvent des distributeurs à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas été vus. Et l'exemple typique, c'est un peu Les Bêtes du Sud sauvage qui a commencé à Sundance, qui a gagné à Sundance, qui se retrouve à un certain regard, qui gagne tous les prix annexes à un certain regard. Après, Deauville, la Caméra d'Or aussi, puis qui revient aux États-Unis, qui est assez bien marketé parce que c'est nouveau, parce que c'est un peu frais, et qui se retrouve dans la course des Oscars. Donc vraiment, c'est l'exemple typique du film qui suit le processus global du petit festival indépendant américain à la course aux Oscars et aux récompenses. Sachant que si ce n'était pas passé par Sundance, on n'aurait sûrement jamais entendu parler. Merci d'avoir débattu sur ce sujet. Le verdict en images. Elle a dessiné Persepolis, elle a cuisiné le poulet aux prunes et maintenant elle est pourchassée par des mafieux dans la bande des Rotas. C'est Marjane Satrapi et c'est le portrait du mois. La fureur du dragon, parce que j'aurais bien aimé faire du kung-fu comme Bruce Lee, être aussi rapide que lui. Gena Rowlands, je trouve que c'est une actrice extraordinaire. Pour moi, c'est la femme toute. Elle est belle, elle est intelligente, elle est bourrée en même temps, elle est très forte et très fragile en même temps. Gena Rowlands, certainement. Lanceur de couteaux dans un cirque. Oui, j'aurais adoré lancer des couteaux. Peut-être que ce sera mon prochain métier, hein, j'en sais rien. Ça serait le film de Lubitsch, To Be or Not To Be, où il y a l'officier SS qui vient et qui parle des camps de concentration et l'autre lui répond You make the concentration and we make the camping. Moi, ça me fait mourir de rire ce truc. La Casablanca, forcément, juste pour pouvoir embrasser notre Bogart. Le boulevard de la mort de Tarantino, à la fin, quand les filles lui font la fête, là, à l'autre qui tue toutes les femmes. J'aurais bien aimé Rosario Dawson et de lui écraser sa gueule avec mes bottes. Dans le festival de Cannes, c'est le meilleur festival au monde. J'adore ce côté paillettes et protocoles énormes. Mais je pense à un endroit où on découvre en plus réellement le cinéma mondial. Mais moi, je vais appartenir à aucune bande. Je vais être libre. Pas facile de répondre aux questions du portrait chinois, pas facile non plus pour mes chers camarades de dresser leur coup de cœur du mois en 30 secondes chrono. Mon coup de cœur du mois, c'est le retour du grand Brian De Palma avec Passion, qui n'est pas un très grand retour, parce que c'est quand même un réalisateur qui sort un peu d'une traversée du désert, mais c'est un film assez atypique, on a l'impression que c'est tout droit sorti des années 80, il y a beaucoup de défauts, à la fois la photo n'est pas géniale, et l'intrigue qui est inspirée de Crime d'amour de Corneau n'est pas exceptionnelle non plus, mais il y a des petites fulgurances à la droite à gauche, et si vous aimez Brian De Palma, c'est un film qui fait vraiment plaisir, en plus Rachel McAdams et Noomi Rapace sont absolument sublimes, et puis de toute façon, un Brian De Palma, ça ne se rate pas, donc Passion, à le voir en salle le 12 février. Lorée, c'est un film australien de Kay Shortland qui explore en fait la fuite de 5 enfants dans l'Allemagne des années 40 à la suite de l'abandon de leurs parents. Et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un film extrêmement intimiste, qui a une véritable esthétique romantique en fait, qui va beaucoup traiter de l'environnement et des silences en fait qui vont entourer ces enfants en fuite, et pas du tout quelque part de l'aspect politique de cette Allemagne dévastée. Et c'est un film absolument passionnant qui explore vraiment ces rapports de meute entre les individus et entièrement porté par son actrice principale Saskia Rosendahl, absolument formidable. Donc c'est vraiment un film que je recommande.
Alors Shadow Dancer, c'est le nouveau film de James March, à qui on doit entre autres comme documentaire Man on Wire. Dans ce film, Andrea Riseborough est une mère célibataire dans les années 90 à Belfast et qui se retrouve impliquée dans une tentative d'attentat. Et plus qu'un thriller poétique, ce qui est fascinant avec ce film, c'est que ça devient une étude psychologique sur des thèmes purement irlandais, sur la cellule familiale, sur l'identité politique et finalement sur tous les non-dits et les trahisons au sein de la famille. Je le recommande vraiment beaucoup, allez-y. Mon coup de cœur du mois, c'est Singé Sabour qui sort le 20 février. C'est un film de Atiq Rahimi qui adapte son propre roman, prix Goncourt 2008. C'est l'histoire d'une femme afghane jouée par Golshifteh Farahani qui irradie la pellicule par sa beauté et son charisme, qui joue une femme d'un soldat afghan touché au combat et qui gît dans le coma. Elle va lui révéler tous ses secrets les plus inavouables, ses peurs. Elle va en faire sa pierre de patience, qui est une pierre magique qui, à force d'absorber ce que racontent les gens qui se confient à elle, finit par exploser. C'est le portrait d'une femme afghane, c'est également un instantané d'un pays déchiré par une guerre civile depuis de nombreuses années. C'est à la fois splendide et très émouvant. Allez le voir, Singé Sabour, le 20 février en salle. Et c'est déjà la fin. Merci à vous, chers amis, d'être venus débattre de cinéma en ma compagnie aujourd'hui. Merci, Mehdi. Vous êtes incroyables. Et merci à toi, cher internaute, de nous avoir suivis pendant cette petite demi-heure. Tu peux toujours aller sur notre site web où il y a des portraits chinois, où il y a des sorties de projets, un tas de vidéos pour alimenter ta belle cinéphilie. On se dit au mois prochain, après la séance. Different types of music, one you like the most. They're rock, pop, jazz and rap. The variety's